J'espère que vous aurez des beaux projets dans vos structures respectives pour cette année, et puis peut-être d'ailleurs des projets européens, puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, voilà, on va parler de l'appel à projet Erasmus+, qui est une opportunité de financement pour vos projets en fait, qui touchent à la montée en compétences, à l'emploi, au recrutement de vos réseaux d'entreprises. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par France Cluster, et on aura la chance d'avoir deux intervenants aussi de qualité pour vous parler plus concrètement de ça. Et donc, en fait, simplement pour vous recontextualiser un petit peu, au moment de votre inscription, vous avez été nombreux à nous indiquer vouloir simplement découvrir ce programme Erasmus+. Donc, en fait, c'est un peu l'idée au travers de ce webinaire. C'est 30 minutes qu'on va passer ensemble pour faire découvrir et peut-être vous conforter dans l'idée d'aller sur ce projet ou pas. Et puis également, certains d'entre vous ont indiqué vouloir monter en compétence sur cet appel. Et donc, vous avez la possibilité de vous inscrire à une formation en e-learning dédiée qui a lieu fin mars d'ailleurs, et je reviendrai dessus en fin de présentation. Peut-être, j'ai oublié tout simplement de me présenter donc, en parlant de formation. Donc, moi, je suis Élise Duret, je travaille chez France Cluster. Daniel, qui est également présente avec moi en alternance. Donc, nous sommes toutes les deux au service formation chez France Cluster. Donc, d'où l'idée de ce webinaire Erasmus+, pour vous informer et pour aller un petit peu plus loin en termes de formation si vous le souhaitez par la suite. Voilà. Donc, en attendant, c'est parti pour ces 30 minutes. Donc, en première partie, Loïc Orofino, consultant en affaires européennes et internationales, va vous parler du programme, des conditions pratiques de l'appel, etc. Et puis en deuxième partie, Daniela Onofri, qui est responsable du pôle Europe, du pôle de compétitivité Médicène, vous expliquera pourquoi le pôle s'est positionné sur cet appel, vous fera un retour d'expérience. Et donc, comme je le disais, pour les interactions, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Donc, on y reviendra après les présentations, donc à 12h30 jusqu'à 12h45, 13h, le temps de répondre à vos questions. Voilà. Et puis, Loïc, Loïc, quand vous voulez, je vous donne le droit de partage. Merci Élise. Bonjour à toutes et à tous. Alors, sans plus attendre, puisque le temps nous est compté, comme on a dit, on va partir pour une présentation d'une vingtaine de minutes. Suite à quoi vous aurez donc le témoignage de Daniela Onofri. Donc je vais vous présenter plus précisément aujourd'hui le programme Erasmus+, et notamment la partie, donc les deux appels à projets qui peuvent vous intéresser en tant que cluster, pôle de compète et bien sûr pour les entreprises. Donc comme vous le voyez, juste un mot rapide. Alors, je transmettrai les diapositives après la réunion à Élise de manière à ce qu'elle puisse vous les faire suivre. Donc, vous aurez un retour écrit aussi. Donc, comme vous le voyez, le Erasmus+, c'est le programme éducation-formation pour 2021-2027 sur la dernière programmation européenne qui est en cours. On est sur un budget total d'environ un peu moins de 27 milliards. On est à 26,2 milliards, c'est-à-dire à peu près 80% d'augmentation par rapport aux 7 ans précédents. Donc, il y a des financements dédiés autour de la formation. Le fait est, comme vous le voyez, il y a des secteurs clés dans ce programme-là. Il y a bien entendu la mobilité et la coopération, l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnelle. Je passe moins sur les autres secteurs clés que vous voyez à l'écran, car sur le public que vous représentez aujourd'hui, il est vrai que par rapport aux deux appels qu'on va voir, on est plus soit sur l'enseignement et la formation professionnelle, soit sur l'enseignement supérieur en fonction de vos besoins, contacts et envie de projet. Donc, sur ce programme-là, les deux appels à projets ciblés font partie de l'action clé 2. Pour ceux qui connaissent le programme Horizon Europe, anciennement Horizon 2020, c'est un peu le même principe sur Erasmus+. Vous avez 3 actions clés. La première, pour schématiser, c'est la mobilité. La troisième, on est plus autour de la communication autour du programme, notamment à l'international hors Europe. Et la deuxième, on est dans le vif du sujet sur la coopération entre organisations et institutions au sens large, privé, public, d'où l'intérêt pour vous aujourd'hui. Donc, sur les partenariats de coopération, les objectifs principaux, vous les voyez à l'écran, c'est une amélioration de la qualité du travail dans les projets qui sont montés en coopération privée-publique, université, centre de recherche, entreprise, cluster. Le renforcement des capacités des organisations
la réponse aux besoins et notamment aux besoins professionnels, et puis la transformation, permettre la transformation et le changement, c'est-à-dire être dans l'innovation, notamment autour de nouvelles approches d'enseignement. Au sein de ce programme, vous avez des priorités qui sont identifiées. Quand l'appel à projet est publié, vous avez des priorités communes et des priorités spécifiques. Les priorités communes, vous les avez à l'écran. Ce sont l'inclusion et la diversité, l'environnement et la lutte contre le changement climatique, les valeurs communes telles que l'engagement civique, la participation démocratique et puis la prise en compte de la transformation numérique. Tout ça sont des valeurs communes auxquelles vous devez répondre quand vous déposez un projet partenariat de coopération. En revanche, vous avez ensuite des priorités spécifiques qui vont se caractériser par secteur. Les secteurs sont ceux que j'ai montrés juste avant. Donc, vous avez l'enseignement supérieur, l'enseignement professionnel, l'enseignement scolaire. Donc, comme vous l'imaginez, les priorités spécifiques étant dédiées à chaque secteur, vous avez un certain nombre de pages qui comportent ces priorités auxquelles vous devez répondre. Mais néanmoins, vous devez cibler, quand vous allez dans l'appel à projet, celles qui vous concernent. C'est-à-dire que selon le secteur qui vous concerne, si vous choisissez l'enseignement et la formation professionnelle, par exemple, vous irez directement chercher ces priorités au sein du document de référence qui est en général appelé le guide du programme Erasmus+, ou ligne directrice. Donc, comme vous le voyez, l'objectif général spécifique, c'est la coopération donc, entre les acteurs académiques, les entreprises, les clusters, mais aussi les collectivités territoriales peuvent être inclus. Je vous montre, j'ai volontairement voulu vous montrer une autre présentation, celle de l'agence Erasmus+. Alors, par contre, il faut que j'arrive à pouvoir le partager avec vous. Juste une seconde. Voilà. Donc, l'agence Erasmus+, c'est l'agence nationale du programme Erasmus+. D'ores et déjà... Loïc, si c'est possible de zoomer un peu plus, c'est un peu oui, petit bien sûr. là à l'écran. Pardonnez-moi. OK. Est-ce que c'est mieux? Nickel. Alors, merci Élise. J'ai voulu volontairement vous afficher ça aussi. L'agence Erasmus+ est le point de contact dédié national en termes d'information et de communication. Certains appels à projets sont directement gérés par cette agence nationale. C'est le cas de l'appel à projet partenariat de coopération qu'on est en train de voir. On appelle ça des appels à projets décentralisés et par opposition à ceux qui sont centralisés, directement gérés par la Commission européenne ou plutôt les agences dédiées. Donc, en l'occurrence, ici, sur l'agence Erasmus+, vous avez un exemple de partenariat de coopération, je vous donne un exemple de projet qui est ciblé donc enseignement et formation professionnelle. Et vous voyez ici à l'écran, sur le schéma, le mot cluster apparaît clairement, on parle aussi d'entreprise. Et donc, l'exemple qu'on a pris, c'est contribuer à l'innovation dans l'enseignement et la formation professionnelle. Bon, là, en l'occurrence, il vous donne un exemple où il y a la création de référentiels de certification professionnelle, en l'occurrence sur tout ce qui est technique en performance énergétique et des bâtiments. Bien entendu, c'est un exemple spécifique, mais il va sans dire que les différents secteurs sont ouverts, et notamment les secteurs que vous représentez aujourd'hui. Autrement dit, si on extrapole de cet exemple-là, vous devez, dans ce type de partenariat, vous pouvez créer des partenariats avec l'enseignement professionnel pour que les gens formés correspondent mieux aux besoins du marché que vous représentez, soit au travers de vos entreprises membres, soit au travers des clusters que vous êtes directement. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour vous montrer un exemple concret, actualisé de cette année, puisque vous voyez, ça date, ils ont publié ça en janvier 2021, juste à la rentrée, mais enfin, le document date de décembre 2021. Donc, je reviens sur la présentation principale rapidement. Donc, pour vous montrer ce qui vous intéresse aussi, c'est-à-dire la durée et pardonnez-moi, le budget. Donc, on est là sur des projets de 1 à 3 ans, 12 à 36 mois, avec, vous le voyez, un minimum de 3 organisations participantes et 3 pays différents qui sont soit européens, les États membres, soit des pays tiers associés. Vous avez la liste exhaustive ici. Les pays hors Europe peuvent être partenaires, mais pas coordonnateurs de projets dans ce cadre-là.
En revanche, il faut démontrer, pour qu'un partenaire hors Europe puisse être inclus dans le partenariat, il faut démontrer que sa participation est vraiment une valeur ajoutée pour le projet. Si cet aspect-là est démontré dans la candidature, il n'y a aucun souci, vous pouvez avoir un partenaire ou plusieurs qui soient donc extra-européens. En l'occurrence, je sais qu'on avait normalement des collègues aujourd'hui du Sud Méditerranée, mais plus largement sur le monde entier. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez les inclure en expliquant quelle est la valeur ajoutée pour le projet. Donc, tous les types d'organisations privées publiques peuvent être intégrés dans ces partenariats en termes d'éligibilité, d'où donc l'intérêt pour vous. Les candidatures se soumettent au niveau national. Vous avez 2 deadlines, 2 dates limites cette année. Une qui est fin mars, mais nous, on a programmé la formation fin mars justement pour la deuxième deadline qui sera début octobre 2022, avec donc des budgets qui sont des forfaits. En fait, vous construisez votre projet avec un certain nombre d'actions à mener autour des exemples qu'on a évoqués précédemment, avec bien sûr des réunions, de la sous-traitance, de l'équipement, des frais de personnel, des frais de gestion. Et vous avez, selon l'action que vous bâtissez, vous avez 3 forfaits. C'est nouveau, ça a un peu évolué par rapport à l'année dernière. Vous avez 3 forfaits possibles, 120 000 euros, 250 000 euros ou 400 000 euros. Donc, sur des projets qui vont de 1 à 3 ans. Donc ça, c'est pour le premier appel, partenariat de coopération. On est à peu près à la moitié du temps, donc je vais enchaîner sur le deuxième appel qui sont les alliances pour l'innovation. Donc là, les alliances pour l'innovation, on est sur un... Oh, pardonnez-moi, j'y reviens. Voilà. Sur les alliances pour l'innovation, donc on est sur un appel à projet dit centralisé, donc géré à Bruxelles, pour lequel vous avez les éléments en fait de chaque appel à projet publiés sur le site que vous connaissez certainement appelé Funding and Tenders, c'est-à-dire le portail, l'anciennement appelé portail des participants. Chaque année, vous avez en gros un appel à projet par an. Cet appel a été publié, là pareil, récemment, début janvier, avec une date de clôture, j'y reviendrai, qui est au 15 septembre. Donc vous avez là aussi, on va faire la formation fin mars, de manière à ce que vous ayez les infos pour travailler sur vos partenariats et vos projets, avec une deadline finale au 15 septembre, donc ça vous laisse de la marge. Donc on est ici sur des activités sectorielles ou transsectorielles, on va y revenir. On est toujours sur de la coopération de toute façon avec l'éducation, monter par exemple des formations innovantes avec le soutien des clusters ou des entreprises, c'est l'objectif. Monter en compétence des personnels, donc qui peuvent aussi vous servir comme on l'a vu, et je vais revenir, il y a 2 lots spécifiques sur comment dire, ces appels à projets-là. Donc, vous le voyez, quelques exemples, je viens d'en citer certains, mais au fil des exemples de formation, on vous demande dans ce genre d'alliance de l'innovation de soutenir l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise, d'aller dans la stimulation de l'innovation, c'est-à-dire parce que c'est souvent dans ce sens que ça se joue, comment vous, en tant que cluster pôle de compétitivité, vous arrivez à travailler de concours avec l'enseignement professionnel ou avec l'enseignement supérieur, puisque c'est là où ça se joue, et cette approche concrète qui est la vôtre sur l'innovation. Qu'est-ce que vous apportez pour que de nouvelles formations soient concrètement créées et efficaces pour avoir des gens formés qui servent ensuite, qui rentrent rapidement sur le marché du travail. Pardonnez-moi. Tac. Donc, dans ce genre de partenariat également, vous pouvez être coordinateur en étant basé donc en Europe ou dans les pays associés, et en étant extra-européen, vous ne pouvez être que partenaire, mais vous pouvez l'être. Et dans ce cadre-là, ici précisément sur ces appels, à la différence du premier appel que nous avons vu, vous n'avez pas forcément, on ne vous demande pas obligatoirement de démontrer la valeur ajoutée pour inclure un partenariat extra-UE. Donc, c'est un peu plus ouvert. Les budgets sont aussi différents, on va le voir. Dans les types de candidatures, vous le voyez, vous devez avoir, on va y revenir plus précisément, des établissements d'enseignement supérieur, des établissements de formation professionnelle le cas échéant, et puis des entreprises ou des associations sectorielles ou professionnelles comme vous l'êtes. Donc, des règles de partenariat un peu différentes selon les 2 lots, puisque vous allez le voir, il y a 2 possibilités. Donc, sur le lot 1, on est à 8 partenaires au total, avec, vous voyez le détail, au moins 4 pays participants au programme.
3 acteurs du marché du travail, 3 prestataires de services, et puis un représentant de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de la formation professionnelle obligatoirement. Ça, ce sont des obligations. Sur les lots 2, on est sur des partenariats plus larges, plus macro, je dirais, et du coup, on est sur des partenariats à 12 partenaires avec 5 acteurs du marché du travail, vous le voyez ici, et 5 prestataires de services, mais toujours avec cette obligation d'au moins un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation professionnelle, donc l'établissement d'enseignement supérieur étant principalement les universités. Ça peut être parfois les centres de recherche, à voir selon les projets. Sur le lot qui nous intéresse plus, vous avez donc une alliance, vous avez donc le micro et le macro, le lot 1 et le lot 2. Sur le lot 2, vous voyez qu'on est sur de l'alliance sectorielle au premier sens du terme, et donc vous avez 14 écosystèmes industriels qui sont visés et qui correspondent à la nouvelle stratégie industrielle de l'Europe. Donc vous les avez là listés de 1 à 14, le tourisme, la mobilité, l'aérospatiale, je ne vous les dis pas tous, mais vous les aurez sur les slides. Et vous pouvez donc, en fonction du secteur qui vous intéresse, focaliser et créer une proposition, développer une proposition sur cet aspect-là. Alors, on le verra pendant la formation de mars, mais bien entendu, il y a des stratégies. Si c'est votre première fois sur des programmes Erasmus+, et de cette ampleur en termes de budget, on va le voir, ça peut valoir le coup d'envisager pas forcément un leadership dès le départ, mais un partenariat. Et donc, en revanche, de chercher les partenaires nécessaires à différents niveaux. Daniela, d'ailleurs, son témoignage sera très intéressant en ce sens pour vous montrer un exemple concret. Donc là aussi, on est sur des montants forfaitaires. Ça devient un peu la règle sur beaucoup d'appels à projets Erasmus+. Vous avez donc le projet dit que j'appelle micro, c'est-à-dire plus focalisé, le lot 1 qui va donc de 2 à 3 ans. Et pour, vous le voyez, 1 million maximum pour 2 ans et 1,5 million sur 3 ans. En revanche, sur les projets plus macro, donc les lots 2, plus larges, vous êtes sur des projets de 4 ans avec un maximum de 4 millions d'euros. Et par rapport aux 14 écosystèmes industriels que j'ai précédemment montrés, il faut savoir qu'une seule proposition à la fin est retenue pour chacun des écosystèmes industriels. Donc, vous avez 80% du budget, ce qui veut dire que vous avez en gros à peu près 20% à apporter en cofinancement sur ce type d'appel à projet. Sur le partenariat de coopération, je ne l'ai pas précisé, car on vous demande un cofinancement, mais on ne vous donne pas une somme ou un pourcentage obligatoire. Donc, il faut que vous apportiez quelque chose qui vous semble cohérent avec votre projet sur le partenariat de coopération, mais sans pourcentage obligatoire, ce qui n'est pas le cas du coup de l'Alliance pour l'innovation. Comme vous le voyez, ici, on est sur un dépôt le 17 septembre à 17h heure de Bruxelles, avec une information en ligne donc sur le site Funding and Tender. Donc, j'en ai fini pour cette présentation un peu webinaire teasing pour la formation de fin mars. Et je cède la parole à Élise avant pour ouverture de Daniela, si j'ai bonne mémoire. Ok, ben merci Loïc. Et ben donc Daniela, je vous passe la parole pour que vous parliez un petit peu, que vous puissiez nous expliquer ce qu'a fait Medicen, le pôle de compétitivité sur cet appel. Bonjour à tout le monde et merci à France Cluster de nous avoir invités. Donc moi, je suis la responsable des projets européens à Medicen et c'est le pôle de compétitivité santé basé en Île-de-France et qui a pu participer justement à la formation Erasmus l'année dernière, donnée par Loïc, qui nous a permis ensuite de déposer justement un projet Erasmus, que c'était un dispositif complètement nouveau pour nous. On n'avait jamais déposé un projet dans ce type de programme, mais c'était quelque chose qu'on avait en tête depuis un moment. Et donc, on a profité justement de cette formation pour comprendre un peu plus les enjeux et les impacts attendus. Donc, juste quelques mots sur le pôle. Donc, comme je disais, voilà, c'est le pôle de compétitivité santé en Île-de-France et notre rôle, c'est justement d'accompagner l'écosystème santé vers le développement des projets innovants. Notre écosystème est composé de plus de 510 adhérents et Medicen se positionne un peu au centre de cet écosystème composé justement par des cliniciens, des chercheurs, des écoles, des ETI et la plupart c'est justement des PME, on en a environ 400.
qui sont un peu sur toute la chaîne. Donc, nous, on travaille spécialement avec des medtech, des biotech de la santé numérique, et on a une quatrième filière qui c'est les services. Et notre rôle, c'est justement de les accompagner sur plusieurs étapes. La première, c'est rencontrer justement les acteurs plus pertinents pour leur projet, donc d'animer l'écosystème et favoriser cette émergence de projets de recherche et innovation à travers des événements, des webinaires, des commissions mensuelles par filière. Et ensuite, on oriente vraiment les porteurs de projets vers les financements, que ce soit au niveau régional et national, et de mon côté, au niveau européen. Donc, en gros, j'ai cette double casquette qui essaie d'accompagner les acteurs de l'écosystème vers les dispositifs européens et en même temps déposer des projets pour le pôle pour financer des actions qui vont au bénéfice de notre écosystème. Et donc, là, actuellement, par exemple, on a 5 projets et les 4 des 5 sont vraiment orientés à l'accélération des startups. Et le 5e projet, c'est plutôt dans l'éducation. C'est un peu nouveau parce qu'en médecine, on a plusieurs comités et on a justement un comité académique assez focalisé justement sur les compétences de demain, les formations pour les étudiants, vraiment pour avoir des porteurs de projets qualifiés et très impactants pour le futur. Et donc, justement, cette commission avait lancé une étude sous le manque de compétences en France, une étude qui concernait justement tous les PME de toute la chaîne de valeur, donc les medtech, la biotech et la e-santé, et avait montré que justement, dans les 3 ans à venir, les compétences qui manquaient, c'était justement tout ce qui concerne la data. Donc, la gestion, l'analyse, la collecte des data, et c'est pour cela qu'on s'est dit, OK, comment on peut vraiment répondre à ce manque de compétences? On a fait une étude, quel est le next step, et donc on a commencé à réfléchir quel pouvait être le programme européen qui pouvait financer des formations justement pour nos adhérents, et c'est pour cela qu'on s'est tourné vers le programme Erasmus. Donc, dans la slide suivante, comme vous pouvez voir là, donc, on a participé justement à la formation le 7 juin 2021 et notre besoin partait justement, l'idée de participer à cette formation partait justement du besoin de comprendre le nouveau dispositif, quels étaient les objectifs spécifiques du programme, comment on pouvait le structurer, le type d'action qu'on pouvait nous faire financer, comment ça marchait au niveau du partenariat, que c'est pas évident, toutes les règles financières. Donc, c'est tous des sujets qu'on a pu traiter, pour lesquels on a pu poser les questions lors de la formation, tout en posant des questions aussi sur qu'est-ce que vous en pensez si on fera ça, est-ce que c'est pertinent, est-ce que vous pensez qu'effectivement ça peut être éligible comme activité. Donc, c'est des questions qui ont se posé au fil de l'eau lors de la présentation et qui donc on a eu un très bien support pour avancer dans la rédaction du dossier. Je tiens quand même à préciser qu'on avait déjà une idée du type de projet qu'on voulait réaliser. On savait plus ou moins la thématique. On savait qu'on voulait justement financer des formations pour les PME dans cette thématique. Et donc là, c'était vraiment comment on pouvait structurer notre dossier de candidature. Et donc, c'était pas évident au début, mais ce qui a été un peu plus difficile pour nous, justement, c'était le niveau partenariat. Parce qu'en tant que pôle de compétitivité, on est impliqué dans d'autres projets, donc on a pas mal un écosystème assez large, mais en même temps, la plupart de nos partenaires sont des clusters des universités, mais par exemple, on n'était pas du tout en contact avec ce qu'on appelle les Vocational Educational Training, VET, VET, ou par exemple toute la partie de la charte Erasmus, donc tous les acteurs reconnus à ce niveau. Et là, ça nous a pris un peu plus de temps. C'est vrai qu'on est parti en juin. La deadline, c'était septembre. Donc, on est parti on a essayé d'anticiper au maximum. Là, le projet, il est encore en attente. Il n'est pas encore été, on n'a pas encore reçu une réponse et j'espère que ça sera positif. Mais voilà, ça, c'était notre difficulté majeure. Après, dans le dossier de candidature, ce n'est pas si différent que les autres programmes européens. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect de répondre à des impacts attendus qui ne sont pas les mêmes d'un programme Horizon Europe ou Interreg, dans lesquels nous, on avait déjà l'expérience.
Donc, pour vous parler juste un petit peu plus de notre projet, comment on a décidé de le structurer, ça c'est la slide suivante. Donc, notre projet, c'est Digital Skills for Health. On l'a soumis justement en 2022 et enfin, on est arrivé à déposer un projet sur 2 ans. Donc, le budget, c'était 1 million d'euros. Et pour avoir vraiment toute la chaîne complète des partenaires, on a impliqué 11 partenaires, que c'est quand même beaucoup. Je peux vous rassurer que dans la coordination de la rédaction, c'est pas si évident, 11 partenaires pour un projet d'1 million. Mais c'était très intéressant parce que ce qu'on a pu faire, c'est justement voir comment les compétences en data pouvaient avoir plusieurs use cases. Donc, on a essayé de discuter en interne sur l'utilité de la data pour les biotech, comment s'applique justement la data dans la medtech et dans la santé numérique. Et dans chaque use case, on a essayé d'identifier des topics transversales à tous les filières afin d'avoir vraiment un modèle, un programme qui pouvait être intéressant pour tous les PME de notre écosystème. Et une chose qu'on a pu faire, nous, comme j'ai dit, on avait fait une étude sous les compétences avant de rédiger le dossier. Et une fois qu'on a identifié les formations qu'on pouvait justement nous faire financer, on a essayé de le valider avec notre écosystème. Donc, on a lancé une autre sondage un peu plus restreint en disant, voilà, est-ce que vous pensez que ces formations sont pertinentes pour vous? Est-ce qu'éventuellement, ça vous intéresse plus une formation sur une journée, 2 journées, dans quel format? Quel type de compétences qui n'est pas dans la liste pourrait être pertinente dans votre cas? Donc, on a essayé de collecter, on a adapté un peu la formation proposée. Et justement, on a pris différents acteurs, on a pris ceux juste liés au PME, plusieurs pôles de compétitivité, en impliquant 8 États membres et 2 vet providers, parce qu'il y a la liste sur le site de la commission, sur le site Erasmus, donc vous avez une liste justement de tous les BOT, mais vous ne savez pas quelles sont vraiment leurs compétences, s'ils sont liés à la santé, s'ils ont une expertise à la data. Donc, c'est quelque chose qu'après, il faut chaque fois aller regarder, faire plusieurs rendez-vous, voir si c'est pertinent ou pas. Ça vous permet d'élargir votre écosystème, mais en même temps, ça vous prend beaucoup de temps pour vraiment comprendre quel est le partenaire le plus pertinent pour le dossier. Donc ça, c'était un peu notre expérience avec le projet Erasmus. Et là, justement, on s'est rendu compte qu'effectivement, il est très intéressant et très pertinent vu que les compétences sont un sujet très important pour nous. On a même en tête de réfléchir à un nouveau dossier à déposer justement dans le même lot pour fin 2022. Et voilà, donc, après, s'il y a des questions ou si voilà, il y a besoin de savoir un peu plus ou vous êtes intéressé à des projets dans le domaine des compétences, dans le domaine de la santé, je serais ravie d'échanger, réfléchir ensemble et travailler en synergie justement pour faire quelque chose de concret et de transversal, pourquoi pas, sur des thématiques, sur plusieurs thématiques, et pas que la santé, bien évidemment. Et voilà, c'était un peu mon retour. Ok, merci beaucoup Daniela et merci Loïc pour ces explications. J'espère que voilà, ça a rendu les... Ah, il y a un micro qui est ouvert, je crois. Peut-être le vôtre, Daniela. Je pense voilà. Que ah oui. Bon, merci. Donc, en tout cas, j'espère que ça a rendu les choses un petit peu plus concrètes pour vous. Bon, comme on a dit, hein, c'était un webinaire format aussi un peu teasing d'une demi-heure. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire, évidemment. Et donc, on vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans le chat, hein, que ce soit la partie de Loïc plutôt technique, etc., ou la partie retour d'expérience de Daniela. Mais en tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, donc on a parlé de la formation, je vais rapidement en parler, vous recevrez de toute façon par mail les détails si vous le souhaitez. Donc le 29 et 30 mars prochain en e-learning, ce sera 2 demi-journées, donc 29 matin et 30 matin. On abordera ces questions plus en détail du programme. Comme Daniela l'a dit, l'objectif, c'est que vous puissiez poser vos questions, bien sûr, que ce soit très participatif, soit validé. Alors, effectivement, c'est bien de venir avec quelques idées
un peu formalisé avant pour pouvoir avancer. Consolider aussi les règles de financement et leur impact sur votre projet. Et puis, vous faire avancer de toute façon un maximum dans vos candidatures au vu des deadlines énoncés par Loïc. Voilà. Avant de passer aux questions, alors déjà, il y en a une. Bonjour, serait-il possible de recevoir les slides présentés? Oui, bien sûr. Vous allez recevoir les slides, le replay également, parce que j'ai vu quelques personnes étaient venues un petit peu après le début. Et puis les informations sur la formation. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on vous prend encore 2 petites minutes de votre temps. On a un petit sondage. Alors, c'est un sondage de positionnement simplement pour nous, France Cluster, comprendre un petit peu comment est-ce que l'écosystème des réseaux d'entreprises et puis des milieux académiques qui sont aussi avec nous se positionne par rapport à Erasmus+, parce que c'est une thématique qui est montante. Enfin, on voit que ça monte ces dernières années. On l'a dit, hein, le sujet des formations montées à compétences est un gros sujet. Donc, est-ce que vous pouvez répondre au petit sondage qui doit apparaître devant vous? Voilà, il y a 2 petites questions. Et puis, voilà, ce sera vraiment pour nous, côté France Cluster, pour pouvoir avoir une idée un petit peu sur ces thématiques et sur cet appel. Et éventuellement, vous reproposer quelque chose aussi un petit peu plus tard dans l'année, selon les besoins. Voilà. Alors, en attendant, il y a une question. Combien de temps a été consacré au montage du projet DS4H avant dépôt? Alors ça, c'est peut-être Daniela, je vous laisse répondre. Oui. Là, justement, quand on a fait la formation début juin, on avait déjà en tête l'idée du projet. On en avait commencé déjà à en discuter autour de nous avec des autres clusters en Europe. Donc, je dirais 4 mois, en sachant que le mois d'août a été celui le plus compliqué parce qu'avec les vacances, etc., et la deadline en début septembre, là, on a dû essayer d'anticiper le maximum. Mais je dirais 2 mois à temps plein. On faisait une réunion par semaine avec tous les partenaires et on avait des groupes justement Teams pour partager, pour remplir et pour faciliter les échanges. Ok, merci Daniela. Je pense que c'est assez clair. Il y a une autre question. Est-ce qu'on a des exemples de projets Erasmus+ sur le lot 2 très spécifiquement? Est-ce que Loïc, vous avez des... Pas à l'instant T, puisque le programme en fait vient d'être renouvelé donc en 2021 et les alliances qui ont été déposées sont encore en cours d'évaluation comme Daniela l'a précisé. Donc, j'en ai pas à ce stade. Par contre, d'ici le mois de mars, on devrait en avoir. D'accord. Est-ce qu'il y a un endroit où ça pourra apparaître? Est-ce qu'il y aura par exemple une page web ou sur des sites de référence CCP Europe, etc.? Je mets en général sur les slides que j'utilise pour la formation le lien pour que les gens puissent le récupérer. D'accord. Et c'est un lien qui est par ailleurs public ou alors c'est vraiment Ouais, tout à fait. Non, non, il faut aller chercher public et c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le site dédié d'Erasmus+, et il faut trouver l'endroit où récupérer les données. Donc, quelqu'un qui l'a jamais fait, c'est vrai que c'est pour ça que je copie le lien. En général, je mets le lien officiel de base plus le lien où on trouve le résultat. D'accord. Donc, à partir de mars, quoi, en tout cas. Une autre question, quel est le délai d'évaluation et de retour après dépôt? Y a-t-il avance de fonds où les 20% sont à déployer au début? Non, alors les délais d'évaluation, ben là, donc si j'ai bonne mémoire, vous m'arrêtez, Daniela, si je me trompe, mais vous avez déposé le dernier dossier en septembre et vous avez un retour en février-mars, si j'ai bonne mémoire. C'est bien ça? Oui, et le début, c'est prévu pour septembre 2022. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en gros, entre le moment où vous déposez sur votre candidature et le moment où vous avez obtenu le financement, vous avez l'info à peu près 6 mois après avoir déposé et vous commencez à peu près 1 an après. C'est le délai actuel. Donc, sachant que dans cette évaluation, vous êtes évalué sur plusieurs critères qu'on verra plus précisément lors de la formation du mois de mars, mais notamment la pertinence de votre candidature, la pertinence de la qualité de votre partenariat, l'innovation que votre projet permet de mettre en place ou pas. Vous avez une première évaluation
au départ qui est administrative pour voir si votre forme est bonne ou pas. Si vous passez cette première évaluation de base, vous allez sur l'évaluation du fond, où vous rentrez dans les critères d'évaluation que je viens d'évoquer. Et donc, vous avez à peu près un temps de 6 mois qui se passe entre le dépôt et la réponse positive ou négative. Vous avez une avance sur fonds, mais vous n'avez pas à déployer les 20% de cofinancement dès le départ. C'est un forfait en global, mais néanmoins, vous avez une avance. Alors, ça dépend des appels à projets. Souvent, sur les appels à projets de ce type, vous avez une première avance de l'Europe qui est de l'ordre de 50%, le premier versement de la somme globale de la subvention. Ensuite, 40% à la moitié du projet et les derniers 10% à la fin du projet. Le cofinancement étant à dépenser au long de votre projet, selon qu'il s'agisse d'un projet de 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Ok, très bien. Merci Loïc. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Ou des précisions. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, on vous remercie de votre participation. Merci à Loïc et Daniela encore une fois.